Par beau temps, à 35 000 pieds au-dessus de la jungle indonésienne, un 737 se met à plonger. Les débris étaient au fond du fleuve. Bon sang, venez voir. Tout indique une défaillance mécanique susceptible de clouer au sol des avions dans le monde entier. Vu l'historique du 737, on était inquiet. Mais à la fin de l'enquête sur le drame du vol Silk Air 185, 2,5. les enquêteurs parviennent à une conclusion déroutante. C'était un scandale. Je ne savais que croire. Le repas arrive. Bonjour mesdames et messieurs, ici votre commandant. Je m'appelle Zhu Weiming. Cet après-midi, je fais équipe avec l'officier pilote de ligne Duncan Ward. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord. Nous passons 19 000 pieds. Le Boeing monte vers son altitude de croisière. Le vol Silk Air 185 transporte 97 passagers et 7 membres d'équipage de Jakarta en Indonésie à Singapour où est basée la compagnie. Au cours d'un vol d'1h20, l'avion va survoler la forêt tropicale de Sumatra pour atteindre l'aéroport international de Changi. Nous serons en croisière à 35 000 pieds. Zhu Weiming avait servi dans l'armée de l'air singapourienne. Il avait fait partie de l'équipe de voltige et ses notes avaient toujours été au-dessus de la moyenne. Son copilote est un jeune homme de 23 ans, Duncan Ward. Né en Nouvelle-Zélande, il travaille chez Silk Air depuis un peu plus d'1 an. Duncan avait découvert le pilotage quand il avait 14 ans. Et c'était devenu sa vocation. C'est la meilleure façon de le décrire. Il avait travaillé dans une autre compagnie et il avait sa qualification de type sur 737. Pendant son stage d'adaptation chez Silk Air, j'ai remarqué qu'il était au-dessus du lot, malgré son jeune âge. Je vous indiquerai le début de la descente Et le bulletin météo. Merci. Ce bimoteur est le petit dernier de la flotte de Silk Air. Ce Boeing 737-300 est entré en service seulement 9 mois plus tôt. Le 737 était sûrement l'avion de transport le plus utilisé. Duncan se disait qu'il était le gars le plus chanceux du monde. Si certains allaient au bureau en voiture de sport, lui il y allait en 737. Et il adorait cela. 185, maintenons 350. Silk Air 185. maintenez 350, direct Pardee. Compris, 185. L'aller-retour à Jakarta était tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Tout était absolument normal. La routine. Sur les trajets sans histoire, il n'est pas rare que les pilotes sortent se dégourdir les jambes. Je reviens. Fini de manger. J'ai combien? De l'eau? Une demi-heure après le décollage, le contrôle aérien de Jakarta passe le dernier appel prévu. Maintenez 350 à Pardee. Contactez Singapour sur 134,4. Reçu, 134,4 à Pardee. L'équipage devra contacter le contrôle aérien de Singapour. Singapour n'attendait pas l'appel avant 5 ou 6 minutes. Donc l'avion était dans une espèce de no man's land des communications. Quelques instants plus tard, à l'altitude de croisière de 35 000 pieds,
l'avion s'incline et commence à piquer. Le PNC passait avec les chariots. Cela a dû être atroce. L'avion s'est mis sur le dos et tout ce qui n'était pas attaché s'est retrouvé au plafond. Ce qui est arrivé aux gens qui étaient debout, qui n'étaient pas attachés, mieux vaut ne pas y penser. C'est trop horrible. Au centre de contrôle aérien de Jakarta, le vol disparaît de l'écran radar. L'aiguilleur du ciel, qui n'a reçu aucun message de détresse, tente de contacter l'équipage par l'intermédiaire d'un autre pilote. 238, Jakarta. Indonesia 238. Dites à Silker 185 d'appeler Singapour. Compris 238. Mais le 737 est dans les eaux boueuses du fleuve Musi, en Indonésie, à mi-chemin entre Jakarta et Singapour. Des villageois signalent l'accident. On a entendu dire que l'avion était arrivé à toute vitesse. Les volontaires qui cherchent des survivants ne retrouvent que des miettes d'avion. L'appareil d'une 50aine de tonnes s'est désintégré. La nouvelle de la tragédie est accueillie avec stupeur à Singapour, où la moitié des passagers étaient domiciliés. Les espoirs de retrouver les survivants sont plus que minces. 24 heures plus tard, Santoso Sayogo prend la tête de l'équipe du KNKT, l'équivalent indonésien du bureau d'enquête et d'analyse qui est chargé de l'investigation. Videz les sacs. Mettez cela avec les autres pour le traitement. On s'est rendu sur les lieux de l'accident pour faire des observations, se documenter et conserver tout ce qui pourrait être utile pour l'enquête. Encore des petits bouts. L'ampleur de la destruction devient vite évidente. Les 104 passagers et membres d'équipage ont trouvé la mort. Y compris le commandant Zhu Heming et son copilote Duncan Ward. On se demandait vraiment comment cela avait pu arriver. Dans ce genre de situation, on est sous le choc. Je ne savais que croire. Des plongeurs et des navires de la marine participent aux opérations de récupération. Les débris étaient au fond du fleuve. Ces eaux sont troubles, il y a de la boue, de l'argile, et la plupart des débris étaient enfouis dans l'argile. Mais il n'y a aucun corps pour permettre aux familles de faire le deuil. En fait, il n'y a quasiment pas de restes humains. Pour un père, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Cela a un impact psychologique énorme. Le 737 est l'avion commercial le plus apprécié au monde. Chaque mois, 5 exemplaires de la nouvelle gamme de 300 sortent des chaînes de montage. Que l'un d'eux s'écrase par une belle journée, sans le moindre signe avant-coureur d'un incident, jette un froid dans le secteur du transport aérien. C'est dire si la pression sur les enquêteurs est forte pour trouver une explication.
Après le drame du vol Silk-Air 185, Santoso Sayogo doit relever le défi le plus difficile de sa carrière. Heureusement pour lui, il n'est pas seul. Le 737 étant de fabrication américaine, Greg Fife arrive des États-Unis pour lui prêter main forte. Monsieur Fife. Il travaille pour le NTSB, le BEA américain, depuis plus de 17 ans. Merci d'être venu si vite. De rien, je crois que vous êtes débordé. Les Indonésiens n'avaient jamais eu à organiser d'opérations de récupération d'épaves de ce genre, alors qu'aux États-Unis, on avait eu affaire à des accidents de tous les types. Au départ, les enquêteurs envisagent une défaillance mécanique sans savoir de quelle pièce. On a du mal à voir la dispersion des débris. Tout est sous l'eau. Et comme ils ignorent comment les débris sont disséminés, il leur est difficile de savoir par où commencer. Un de nos premiers objectifs consistait à retrouver l'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique. Ils allaient vraiment nous aider à définir l'axe de l'enquête, à savoir dans quelle direction s'orienter, sur quoi se concentrer. Maintenez 350 à Pardy, contactez Singapour sur 134,4. Reçu 134,4 à Pardy. L'enregistreur phonique restitue l'environnement acoustique du poste de pilotage et l'enregistreur de paramètres décrit par le menu le comportement de l'avion. Ces boîtes noires fonctionnent jusqu'au moment de l'impact. Sans elles, l'enquête est bloquée. Mais dans le Mousi, le travail s'avère difficile. La visibilité était d'environ 15 cm. Les plongeurs devaient descendre, tâtonner dans la vase et remonter ce qui ressemblait à des fragments d'avion. On ne savait pas s'ils allaient mettre la main sur les enregistreurs. Si les boîtes noires sont trop enfoncées dans la vase, on ne les retrouvera peut-être pas. Instructeur chez Silk-Air, Peter Macmillan se joint à l'équipe. Il connaît la compagnie et a travaillé avec les deux pilotes. Je servais d'intermédiaire entre Silk-Air et les enquêteurs à qui j'expliquais les procédures maison. Pour comprendre l'origine du piqué inopiné, il étudie les écho-radars illustrant la trajectoire de l'avion. Le transpondeur indique l'identité et la hauteur de l'avion sur l'écran radar. Et en faisant un peu de mathématiques, on arrive à déduire la vitesse. Il calcule que la durée du vol entre le décollage et le dernier écho-radar est d'à peine 36 minutes. Bon sang, venez voir. Les 35 premières minutes sont parfaitement normales. Mais les 30 dernières secondes font froid dans le dos. Le radar a perdu l'avion quand il est passé sous les 20 000 pieds. Mais entre l'altitude de croisière et 20 000 pieds, son taux de descente a dépassé les 30 000 pieds minutes. Normalement, le taux de descente maximale est de l'ordre de 5 000 à 7 000 pieds minutes. Donc cette descente a été terriblement rapide. Dans les secondes précédant l'impact, l'avion allait à une vitesse supersonique. Tenant à retrouver les boîtes noires, les enquêteurs font redoubler les efforts sur le Mousi. On a fait intervenir du gros matériel, une drague de haute mer. Son godet de 7,50 m remontait de grandes quantités de vases du Mousi. Mais le fleuve mesure presque 1 km de large et on n'est pas sûr que la dragueuse retrouvera les boîtes noires. Elles peuvent être n'importe où. Sayogo? On a trouvé quelque chose d'important. Pas dans le fleuve, à terre. À terre? Où? À 4 km à l'est du fleuve. Un débris. À l'est du fleuve. C'est peut-être la première piste.
Des témoins ont dit avoir vu des bouts d'avion pleuvoir sur la jungle. Des débris jonchent une partie de la forêt de Sumatra à l'est de l'endroit où le 737 s'est écrasé. C'est un bout d'empennage horizontal. Notez les coordonnées GPS. On a découvert que l'empennage horizontal, deux petits stabilisateurs situés à l'arrière, s'était arraché en plein vol. Ces fragments proviennent de gouvernes placées sur la queue de l'avion. Ces petites gouvernes de profondeur situées à l'arrière de la queue font se dresser ou baisser le nez. 4500 mètres à l'est de l'épave. Cet éloignement prouve que ces fragments ont été parmi les premiers à se détacher. Le renseignement est d'importance, car l'arrachement de morceaux de queue à l'altitude de croisière pourrait expliquer le brusque piqué. Qui plus est, cela pourrait indiquer un problème plus vaste. Vu l'historique du 737, on était inquiet. L'empennage horizontal s'était peut-être détaché en plein vol. En effet, si sûr soit-il, le 737 a un lourd passé marqué par un dysfonctionnement dangereux, le blocage de la gouverne de direction. Ce blocage survient quand la gouverne de direction tourne à fond d'un côté et fait prendre à l'avion une attitude inhabituelle. La gouverne de direction bouge toute seule sans que le commandant ou le copilote ne l'actionne à l'aide du palonnier. En 1991, près de 7 ans avant la tragédie de Silk Air, un 737 de United Airlines, en approche vers Colorado Springs, avait brusquement basculé sur sa droite avant de s'écraser quelques secondes plus tard, tuant tous ceux qui se trouvaient à bord. Trois ans plus tard, l'incident s'était reproduit. 132 personnes avaient trouvé la mort dans l'accident d'un 737 de US Air près de Pittsburgh. Ces drames résultaient du même type de problème. C'était une source d'inquiétude, parce que l'avion se comportait subitement d'une manière que l'équipage ne pouvait pas anticiper. Emballez tout ça. L'incident de gouverne s'est-il répété? S'il y avait eu blocage, comme lors des autres accidents, l'avion avait encaissé des efforts aérodynamiques très violents qui avaient arraché la gouverne de direction. Là où le bât blesse, c'est que ce problème aurait dû être réglé. Boeing avait trouvé la parade avant de fabriquer l'avion accidenté en Indonésie. Boeing avait déjà modifié la gouverne de direction de cet avion. Étant donné qu'il avait une gouverne modifiée, pourquoi aurait-il été victime de cet événement? Il est donc crucial de déterminer à quel moment la queue s'est arrachée. Est-ce arrivé à 35 000 pieds, provoquant le piqué? Ou un autre événement a-t-il provoqué la descente au cours de laquelle la queue a cédé? Il fallait trouver comment les stabilisateurs s'étaient arrachés et reconstituer le scénario. Le 5e jour d'enquête est marqué par une découverte capitale. Les plongeurs extraient de la boue du Mousi une pièce importante du puzzle. L'accident a eu lieu le 19 décembre et on a retrouvé l'enregistreur de paramètres dans l'après-midi du 24, la veille de Noël. Je confirme qu'on a l'enregistreur de paramètres. Un peu abîmé, mais pas trop. On l'a conservé dans l'eau claire pour préserver les données qu'il contenait. Si les données sont exploitables, les enquêteurs devraient bientôt savoir quand la queue a commencé à se désagréger. Au gars de Washington de jouer.
On a expédié l'enregistreur de paramètres au laboratoire du NTSB parce que les Indonésiens n'avaient pas d'établissement de ce genre. Le personnel chargé de la récupération continue de passer au crible des tonnes de vases en espérant tomber sur la seconde boîte noire. Dans le hangar, on cherche une autre pièce. Il nous faut cette servocommande. Je l'ai en photo quelque part. La voilà. Cette pièce a été à l'origine des blocages de la gouverne de direction sur d'autres 737. Sur le 737, en raison de la présence d'un corps étranger ou à cause des conditions environnementales, certains composants de la servocommande se coinçaient. Personne ne sait si la fameuse pièce a été récupérée. Mais si c'est le cas, elle pourrait fournir une preuve capitale. « 20 jours se sont écoulés depuis le drame. Et le dragage du Mousi se fait désormais au ralenti. Comme on ne pouvait plus rien récupérer sur les lieux de l'accident, il a été décidé d'arrêter les opérations de dragage. Il n'y a plus d'espoir de retrouver la seconde boîte noire. Mais au hangar, c'est cela, merci. Les longues heures passées à trier les morceaux d'épave paient enfin. Apportez le compresseur, s'il vous plaît. Greg Fife entame l'analyse de la servocommande, la pièce responsable des blocages de la gouverne de direction survenus par le passé. En ouvrant la pièce, on pourra vérifier s'il y a, oui ou non, eu un blocage de la gouverne de direction. L'enquêteur cherche toute trace de corps étranger ou de corrosion. L'actionneur paraît bon. Il n'y avait aucune trace de corrosion dans la servocommande. Cela fonctionnait bien. Les ingénieurs qui ont examiné la servocommande ont conclu qu'elle était en parfait état de marche. Ce n'est donc pas une panne de gouverne de direction qui est à l'origine du drame. L'enquête conclut que les débris découverts dans la jungle de Sumatra ont été arrachés pendant le déplacement supersonique du 737-300. Les stabilisateurs s'étaient détachés entre 10 000 et 12 000 pieds. Les forces aérodynamiques avaient arraché ces gouvernes, mais cela ne nous disait pas comment cela avait commencé. L'équipage a peut-être laissé des indices concernant l'apparition d'un problème à 35 000 pieds. Mais sans l'enregistreur phonique, ils ne serviront à rien. On n'était pas très optimiste vu la situation à ce moment-là. Santoso, tu es là? Quoi de neuf? On a l'enregistreur. Répète? On a l'enregistreur. On a découvert l'enregistreur phonique le dernier jour de dragage sous plus de 8 mètres de boue au fond du Mousi. Un vrai coup de chance. D'autant qu'il semble en bon état. Santoso Sayago l'a récupéré et lui et moi l'avons emporté au siège du NTSB à Washington. Il a fallu l'expédier aux États-Unis pour lire les données, en espérant qu'elle nous apporterait les éléments dont on avait besoin. La deuxième boîte noire qui s'envole pour Washington contient peut-être des indices susceptibles de lever le voile sur le drame du vol 185. Après 3 semaines d'enquête, Santoso Sayago remet l'enregistreur phonique au NTSB. À mon arrivée, les données de l'enregistreur de paramètres étaient disponibles. Des impressions papier permettent de visualiser des dizaines de paramètres, comme la vitesse R, l'altitude ou la direction. Mais l'enregistrement a tourné court. Et ici, on m'a expliqué que l'enregistreur s'était arrêté en plein vol.
Pendant les premières 34 minutes et 14 secondes du vol, tous les paramètres sont normaux. Puis, il n'y a plus rien, plus aucune donnée. Ils étaient à l'altitude de croisière. L'enregistreur s'est arrêté environ 1 minute avant le début du piqué. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Pourquoi une des boîtes noires d'un avion flambant neuf s'arrêterait-elle brusquement lors d'un vol de routine par temps clair? Et pourquoi, juste après, cet avion a-t-il fait un plongeon mortel? Et le mystère ne fait que s'épaissir. Quand vous voulez. À l'écoute de l'enregistreur phonique. Bonjour mesdames et messieurs, ici votre commandant. Je m'appelle Zhu Weiming. Cet après-midi, je fais équipe avec l'officier pilote de ligne Duncan Ward. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord. Nous passons 19 000 pieds. Le vol se déroulait normalement. L'équipage communiquait de la manière habituelle avec le PNC. Apparemment, il ne se passait rien de fâcheux. Je reviens. Fini de manger. Dit combien? L'équipage n'a mentionné aucun problème. Les échanges étaient normaux pour autant qu'on pouvait en juger. De l'eau? Le dernier bruit audible sur l'enregistreur phonique, c'est un claquement. Celui du harnais de siège de Zhu. Après, l'enregistrement s'arrêtait. C'est tout? Comme l'autre boîte noire, celle-ci s'arrête inopinément, mais pas au même moment. L'enregistreur phonique s'est arrêté 6 minutes plus tôt. C'est presque impossible. Les boîtes noires sont extrêmement fiables et les coupures d'alimentation sont rarissimes. Situées à l'arrière du 737-300, elles sont reliées au circuit électrique principal. Rien n'indiquait qu'elles aient dû cesser de fonctionner avant que l'avion percute l'eau. Alors pourquoi s'était-elle arrêtée? Le système électrique avait-il été victime d'un problème susceptible d'interrompre l'alimentation? Il y a forcément une explication. Un court-circuit. Essayez de trouver. Dans un hangar de maintenance, des techniciens testent l'enregistreur phonique d'un 737. Prêt? 1, 2, 3, surcharge. Remets-le. Il provoque une surcharge électrique pour voir quelle puissance fait disjoncter l'appareil. On recommence. 1, 2, 3, surcharge. Les techniciens constatent qu'il est possible de faire disjoncter l'installation, mais ils découvrent surtout que lorsqu'il saute, le disjoncteur émet un bruit très audible. On entend clairement la signature acoustique du coupe-circuit qui saute. À l'écoute de l'enregistrement des tests, 1, 2, 3, surcharge. il s'avère que l'enregistreur fonctionne pendant une fraction de seconde après la coupure de courant. 1, 2, 3, surcharge. Assez pour capter le bruit de son propre coupe-circuit. Le microphone d'ambiance l'a enregistré. Et à petit bruit, grande conséquence. Écoutons la fin de l'enregistrement du vol. Je reviens. Fini de manger. Dit combien? De l'eau? Encore. Je reviens. Fini de manger. Dit combien? De l'eau? Sur l'enregistrement du vol 185, il n'y a pas de claquement de disjoncteur. J'entends pas. Sur l'enregistreur phonique, on n'entend rien du tout.
Cela signifiait qu'il n'était pas tombé en panne à cause d'une surcharge. Sinon, on aurait entendu le claquement du court-circuit. 2 enregistreurs reliés à des coupes-circuits différents sont tombés en panne à quelques minutes d'intervalle, malgré l'absence de tout problème électrique. En revanche, retirer le coupe-circuit à la main est presque inaudible, d'où une conclusion troublante. Quelqu'un l'avait forcément enlevé. Quelqu'un a volontairement débranché les enregistreurs. On n'a découvert aucune preuve matérielle expliquant une défaillance technique des boîtes noires. Vous savez ce que ça implique? Oui. Cela ne me plaît pas. Mais oui. Il n'y a eu ni surcharge, ni surtension. Quelqu'un a enlevé les coupes-circuits pour empêcher les 2 enregistreurs de fonctionner. Un tel geste va évidemment à l'encontre des réglementations de l'aviation commerciale. Mais les enquêteurs ont une hypothèse pour l'expliquer, et ils en font la démonstration en simulateur. Bien. Entrez les données du vol Silker 185. On a entré les données du radar dans le simulateur pour mieux comprendre la trajectoire de l'avion pendant son plongeon en spirale vers le Musi. Cette simulation a pour but de déterminer pourquoi un 737 a pu tomber si vite de 35 000 pieds à moins de 20 000, l'altitude du dernier écho-radar. Panne d'amortisseur de lacet. Les enquêteurs simulent divers problèmes mécaniques pour voir si l'avion pique comme le 737 de Silker. Loin s'en faut. Ils essaient plus d'une vingtaine de scénarios. Ils ont simulé des blocages de la gouverne de direction, des pannes d'amortisseurs de lacet et d'autres défaillances, mais rien n'a donné de résultat comparable aux paramètres enregistrés par le radar. En fait, il n'y a qu'un moyen de faire piquer un 737 de façon aussi abrupte et rapide. Cette fois, pas de panne. N'utilisez que vos commandes. Le seul moyen d'obtenir une trajectoire similaire, c'est en se servant des commandes de vol. Au prix de gros efforts, en faisant basculer l'avion sur la droite et en accélérant à pleine puissance, le pilote en simulateur reproduit le profil du vol. La seule façon de conserver une assiette en piqué et de plonger à grande vitesse, c'est en agissant sur les commandes. Une catastrophe qui a coûté la vie à 104 personnes commence à ressembler à l'acte délibéré d'un pilote très adroit. Cela a changé la nature de l'enquête. Avant de rendre leurs conclusions, les enquêteurs ont besoin d'une preuve concrète. Ils la trouvent dans la queue de l'avion. Les opérations de récupération ont permis de retrouver près de 75% du 737, dont une pièce susceptible de révéler si quelqu'un a sciemment provoqué le piqué. Je la tiens. Une des preuves révélatrices, c'était le vérin de l'empennage horizontal. Cette pièce, une tige filetée, est reliée à l'empennage horizontal. Elle tourne lorsque les pilotes appuient sur une commande située sur le manche pour faire monter ou descendre l'empennage afin de modifier l'assiette de l'avion. Greg Fife calcule l'angle de l'empennage à l'impact grâce au dernier réglage du vérin. 2,5. Il a été mis volontairement dans cette position pour piquer. Le compensateur était réglé pour piquer. Il aurait dû être en position croisière. Il n'y avait aucune raison de le changer. C'est la confirmation que lorsque l'avion était à 35 000 pieds, un des pilotes a provoqué le piqué. Le drame de Silker prend alors une toute autre dimension. Psychologue au NTSB, Evan Byrne est spécialiste des facteurs humains.
Le comportement de l'équipage ne pouvait plus être exclu de la liste des causes possibles du drame. Un des pilotes a, semble-t-il, choisi de faire s'écraser l'avion. On s'est penché sur la vie des pilotes, sur leur carrière professionnelle, sur leur vie privée, sur leurs faits et gestes au cours des jours précédant la tragédie. J'ai tout examiné dans les moindres détails. J'avais toute confiance en le NTSB et toute confiance en les enquêteurs chargés du volet technique du travail. Je reviens. Fini de manger. J'ai combien? De l'eau? À en croire l'enregistreur phonique, Duncan Ward était seul dans le poste de pilotage juste avant le plongeon mortel. 5 minutes plus tard, il répondait toujours au contrôleur aérien. Reçu. 134 décimal 4. 2 minutes après, l'avion entamait son piqué. Toute la question est de savoir qui était aux commandes. Parlez-moi de Duncan. Les questions qui portaient sur tout ce qui touchait à l'humeur et à l'état psychologique de Duncan cherchaient à établir s'il avait eu un mobile pour saboter l'avion. Il avait l'air déprimé ces derniers temps. Duncan Ward s'entendait bien avec ses collègues et n'était ni endetté ni dépressif. Ses collègues, des pilotes avec lesquels il avait volé, ont fait l'éloge de son comportement et de ses compétences. Le psychologue apprend que Zhu Weiming était marié et père de 3 garçons. Bonjour, mesdames et messieurs. L'ancien pilote de chasse était l'étoile montante de Silker. Pourtant, selon un collègue, ses états de service n'étaient pas irréprochables. Comment était-il au travail? Il avait la réputation d'être toujours à la limite. Il mettait les gaz pour boucler ses vols plus vite que ses collègues. Effectivement, j'avais entendu dire qu'il essayait parfois de prendre des raccourcis, qu'il réduisait les durées de vol en mettant les gaz. 6 mois avant le drame, il avait manœuvré au dernier moment pour atterrir. Et il était arrivé si vite que certains passagers avaient été malades. Faux. L'atterrissage était correct. La compagnie l'avait sanctionné. Après une enquête interne, il était repassé de pilote instructeur à simple commandant. Et ce n'est pas tout. On a découvert que le commandant était dans une situation financière très difficile au moment du drame. Au cours des 4 dernières années, suite à des placements à haut risque, il a perdu plusieurs centaines de milliers d'euros. Peu avant le drame, pour la 2e fois en 1997, le commandant Zhu s'était momentanément vu interdire toute activité à la bourse de Singapour en raison de son endettement. Le matin du vol, il avait promis de rembourser ses dettes dès son retour à Singapour. La date du vol revêt également une importance particulière. Le drame de Silker a eu lieu le 19 décembre. C'était une date importante dans la carrière militaire de Zhu Weiming. 18 ans plus tôt, jour pour jour, il s'était envolé pour une mission d'entraînement avec 3 autres pilotes de chasse. Il a dû faire demi-tour à cause d'un problème mécanique, alors que ses compatriotes ont continué la mission. Aucun ne revint. Les avions percutèrent une montagne masquée par des nuages. Au moins 2 des pilotes étaient des amis très proches. Un des pilotes a commis un acte odieux. Duncan Ward n'est pas notre homme. Bien que les preuves soient indirectes, elles convainquent les enquêteurs. Zhu Weiming est déclaré responsable de l'assassinat de 97 passagers et de 7 membres d'équipage. Mais comment a-t-il ourdi cette véritable hécatombe?
Nul ne sait avec certitude ce qui s'est déroulé. Mais les enquêteurs en ont une idée. 185, maintenant 350. 6 mois plus tôt, son employeur a sanctionné Zhu Weiming. Une rétrogradation pareille ne peut que porter un coup terrible au moral d'un pilote prometteur. Silker 185, maintenez 350 direct par 10. La crise financière qui frappe l'Asie en 1997 précipite l'économie locale dans la tourmente. La bourse de Singapour s'effondre et les petits porteurs sont aux abois. Les difficultés financières du commandant Zhu l'ont peut-être distrait. Elles ont peut-être eu aussi d'autres effets néfastes sur son comportement. 18 ans après avoir échappé à la mort, il prend une décision funeste. Je reviens. J'ai fini de manger. J'y combien? De l'eau? Quand il est sorti, sa main droite était à quelques centimètres du coupe-circuit de l'enregistreur phonique. Cela n'est pas difficile de le retirer sans que l'autre pilote le remarque. Contactez Singapour sur 134 décimal 4. Reçu 134 décimal 4. Zhu Weiming attend la fin du dernier contact radio pour revenir. Il y a un pépin en cuisine. Il a pu dire à Duncan Ward que les hôtesses avaient besoin de lui à cause d'une fuite de robinet. Après, il n'y a plus qu'à verrouiller la porte. Quand on retire le coupe-circuit de l'enregistreur de paramètres, le Master Caution s'allume. Comme il y en avait un devant chaque pilote, il ne pouvait pas le faire plus tôt. Dès lors, les enregistreurs de vol ne fonctionnaient plus. Il ne veut laisser aucun indice de ses manigances. Zhu Weiming connaissait bien ce profil de vol, parce qu'il avait été pilote dans l'armée de l'air singapourienne. Moins d'1 minute après avoir neutralisé l'enregistreur de paramètres, il incline l'avion sur la droite. Il a piqué sur le dos à environ 80 degrés et il a dû faire de gros efforts pour maintenir cette position. Duncan Ward est impuissant. Il a dû faire tout ce qu'il pouvait. Tout est fini en moins d'1 minute. Finalement, 3 ans après le drame, l'équipe remet son rapport. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On a présenté ce rapport au directeur du KNKT. Mais apparemment, son contenu ne lui a pas convenu. En effet, le directeur rejette les conclusions de ses subalternes. Il déclare dans le rapport final que l'événement est inexplicable, avançant comme argument que rien ne subsiste des dernières secondes du vol. C'était un scandale. Disons les choses comme elles sont. Les politiques ont étouffé l'affaire. Fait sans précédent, le NTSB américain contredit officiellement le rapport indonésien. Au nom du NTSB, j'ai rédigé un document très long expliquant qu'il s'agissait d'un acte intentionnel et non d'un accident. Aucun enquêteur doué de bon sens n'arriverait à une autre explication. Les enquêteurs fondent leurs conclusions sur les indices et les preuves à leur disposition. Mais la tragédie de Silker nous rappelle que ces éléments peuvent donner lieu à des interprétations différentes. On ne peut pas faire plus de mal à quelqu'un qu'en tuant un de ses enfants et en essayant de le dissimuler par des mensonges. Duncan aurait voulu que la vérité éclate.